J'allume ma télé, je prends mon zapper. J'aime bien zapper. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour ce premier épisode de Sport de Canap et ensemble on va revenir sur cette nouvelle semaine de sport. Il y a eu le tirage de la Ligue des Champions, il y a eu la fin de saison de biathlon ou encore l'arrivée magistrale de la Primavera. Et nous en tout cas, on a été servis pendant toute cette semaine et c'est notre canapé qui a été pas mal affaissé. Maxence, comment ça va? Bah écoute, salut Amaury, salut à tous les amateurs de sport de canap, ça va très bien. Ça a été un week-end assez endurant avec le cyclisme, 7 heures devant le vélo, 7 heures devant le biathlon parce que ça a été reporté, donc c'était assez long, mais on est en forme. On est en forme, on est prêt pour jacter pendant une trentaine de minutes environ? On est prêt pour jacter pendant 30 minutes, débriefer toute l'actu du sport de cette semaine. Bon allez, c'est parti, générique. Le Bayern. Le Bayern vient de sortir, les amis. Et là, tout le monde tremble. Les trois autres, je peux vous dire, ils sont comme ça. Et là, tout le monde peut éviter le Bayern. Allez, est-ce que le PSG va éviter le Bayern? C'est Amital Tintop qui est en train de tourner les boules. La revanche. Qui face au Bayern? Est-ce que ce sera le PSG? Est-ce que ce sera le Real? Est-ce que ce sera Liverpool? Et Paris. Le Paris Saint-Germain. Le PSG face au Bayern, c'est dingue. Et cette semaine, les supporters parisiens étaient sûrement très excités à l'idée de connaître leur adversaire pour les quarts de finale. On le rappelle la semaine dernière, ils sont brillamment qualifiés face au FC Barcelone. Et c'est vendredi que nous avons pu suivre le tirage. Un Bayern-Paris, donc, aux airs de revanche de la dernière finale, est tombé. Comment tu le sens ce tirage, toi, Maxence? Eh ben, un tirage pas facile, hein. Il y avait deux grosses équipes sur qui il fallait éviter de tomber, Manchester City et Bayern Munich. Bayern, bah, c'est Ouais, qui étaient le clairement plus les équipes gros. favorites. Ouais, c'est ça, hein. Franchement, le Bayern, c'est la meilleure équipe d'Europe actuellement. Donc, c'est un tirage compliqué, mais de toute façon, il faut battre tout le monde pour remporter cette compétition. Donc, allez, Paris, hein, il va falloir s'accrocher. J'ai l'impression qu'il y a 2 écoles dans ce tirage. Il y a ceux qui sont super déçus parce qu'ils se disent qu'ils ont ils ont, finalement, chopé le plus gros épouvantail, de ces quarts de finale et une autre qui, au final est content et se dit: «Bah, là, on va pouvoir prouver aux yeux de toute l'Europe que qu'on est au niveau, quoi». Bah ouais, je suis assez d'accord avec ça. Ça va être qui tout double de toute façon. Soit ça passe, soit ça casse, hein, comme souvent avec Paris. Après, de perdre en quart, c'est dommage et c'est difficile, mais bon, de perdre en quart ou en demi maintenant pour le PSG, je pense que c'est un peu la même chose. Il y a que il y a que la victoire qui compte. Donc, il faudra battre le Bayern de toute façon. Tu le sens comment, toi? Tu es plutôt, confiant ou au contraire tu as peur? Heu, tu comment? Alors moi, comme je t'avais dit, je suis déjà un peu déçu parce que je voulais un duel Chelsea-PSG pour le retour de Tourelle au parc. Ouais, c'est vrai, on en avait parlé. Malheureusement, ça n'arrivera peut-être pas, ou peut-être en demi-finale, peut-être en demi. Ah, en demi, c'est pas possible, parce qu'il y a eu les tirages des demi-finales, hein. Ah oui, 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 exact, ouais, je suis un ouf. En demi, non, Paris en demi, il récupère, City ou Dortmund et ça sera qu'une finale, potentiellement si tu veux une finale enfin si tu veux un match Paris-Chelsea, ça sera que, potentiellement en finale en fait du coup, puisque de l'autre côté on a Real-Liverpool et Chelsea-Porto. Ouais, ouais, Chelsea, ils peuvent y aller au bout, hein. Franchement. Ah bon, c'est pas le sujet là, mais Et non, non, on va y venir après, mais ou on peut y aller dès maintenant, mais c'est vrai que Chelsea, ils ont quand même le tableau qui est le plus favorable parce qu'on a Liverpool et le Real qui sont plutôt, en difficulté cette saison, même s'il faut toujours faire attention, à ces 2 grosses équipes qui ont l'habitude de la Ligue des Champions et puis eux, ils ont tiré Porto qui est sans doute l'équipe sur le papier, en tout cas la plus faible de ces quarts de finale, donc c'est sûr que Chelsea, ils ont un coup à jouer pour aller en finale. ah oui, ouais, c'est clair, Chelsea, ils peuvent aller au bout maintenant, je pense. PSG, bah voilà, hein, l'an dernier, on avait parlé d'un tirage assez facile pour eux dans le Final 8. Cette année, c'est le contraire, ils prennent le tableau difficile, mais il faut gagner face à tout le monde de toute façon. Le Bayern, ça va être difficile, hein. Ils ont une grosse densité en ce moment depuis un an et demi, avec un milieu de terrain qui est quasi imprenable, hein. Goretzka maintenant qui s'affirme maintenant, même comme buteur. Donc il y a vraiment des monstres dans cette équipe. Il faudra un PSG à 100% solidaire et collectif avant tout. Bah, ils ont clairement le Bayern déjà, potentiellement le meilleur joueur du monde actuellement. Ils ont, comme tu dis, un gros collectif. Ils ont pas vraiment de faille au final parce qu'entre le gardien, qui est quand même un des meilleurs gardiens du monde, ils ont une défense rarement prenable. Et puis, comme tu dis, ils ont un gros milieu.
Franchement, ça va pas être facile. Après, tu parlais, Final 8, ils avaient un bon tirage, mais là, c'est surtout au-delà du mauvais tirage, c'est des matchs aller-retour, donc c'est encore plus dur de passer pour le coup, quoi. C'est vraiment la meilleure équipe qui passe en général. Ouais, sur un match aller-retour face au Bayern, c'est là que ça se complique parce que limite sur un seul match, peut-être Paris aurait pu créer la surprise, parce que de temps en temps, ils sortent quand même un gros match comme on l'a vu à l'aller au Bayern. Au Mais si Barça, tu tu veux fais dire? au Barça, pardon. Mais si tu fais un aller comme ça et qu'au retour, tu as le même niveau que le retour face au Barça, là, face au Bayern, t'en prends 6 quoi. C'est même pas la peine d'aller Ah oui, jouer. non, c'est clair. Là, pour le coup, À un moment donné, avec ce niveau-là, ce sera pas possible face au C'est Bayern. c'est sûr parce que pour le coup, autant, la finale, bon, ils avaient joué, c'était un peu pratiquement, jeu égal entre les 2. Ils ont perdu, sûrement sur l'expérience. Mais là, un aller-retour, il faut sortir 2 matchs comme ça et pour l'instant, Paris nous a pas prouvé en Ligue des Champions qu'ils étaient capables de sortir 2 matchs, aller-retour au même niveau, quoi. Donc ça va être un vrai test pour eux. Après, comme tu dis, il faut passer par là, il faut battre toutes les équipes pour aller au bout et à leur consécration, personnelle. Donc bah, en soi, Heu, moi, j'ai envie de le dire que ça peut définitivement lancer, leur saison. Bon, on parle de lancer leur saison, en avril, mais bon, pourquoi pas? Et même lancer leur épopée européenne sur d'autres années, quoi. Pour le coup, s'ils arrivent à sortir le Bayern, vraiment aux yeux de l'Europe, ils montreront un tout autre visage parce que pour l'instant, je dirais que Paris est vu comme un outsider, mais sans vraiment avoir prouvé quelque chose, quoi. Ouais, bah comme un outsider, mais quand même comme un gros outsider, parce que l'an dernier ils font finale. Depuis quelques années, bon, ils font quelques erreurs qui leur coûtent à chaque fois la qualification, mais ils se montrent quand même comme une grosse équipe sur le long de la saison à chaque fois. Après, je pense que là, le PSG, ça peut peut-être le faire cette année parce qu'ils font ils font une mauvaise saison, hein. Pour l'instant, c'est très mauvais ce qu'ils proposent et à tous les niveaux, que ce soit en Ligue 1, en Ligue des Champions. Mais malgré ça, ils sont quand même encore, ça bascule du bon côté. On a l'impression cette année pour eux, contrairement à d'autres années où on pouvait les trouver malchanceux ou voilà. Mais cette année, on voit face au Barça, où ça, au match retour, ça aurait pu basculer sur une deuxième remontada et au final, il y a eu des poteaux, des barres, un grand Navas. On voit qu'en Ligue 1, où ils ont laissé filer pas mal de points, ils se retrouvent quand même en tête alors que voilà, on voit tout le monde On y s'écrouler reviendra à ça autour. tout à l'heure d'ailleurs, hein. Donc pourquoi pas cette année, avec, avec le mojo qu'ils ont, pourquoi pas peut-être, même sans avoir un grand Ouais, niveau. en tout cas, ce qui est bien, c'est que ça va être indécis, ces quarts de finale, que ça soit Paris comme même City Dortmund, parce que c'est quand même un beau match, Chelsea Porto ou même Real Liverpool qui va être très intéressant à regarder. Mais en tout cas, on a hâte d'être le 6-7 avril pour voir un peu quelle équipe va réussir à s'imposer, à prendre le dessus sur son adversaire, quoi. Ouais, franchement, il y a des beaux matchs, hein. Les 4 matchs sont assez homogènes. Tu mets un Chelsea-Porto, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Dortmund City, bah bon, City sur le papier est un petit peu au-dessus quand même. Mais Dortmund, avec le monstre Haaland, des fois, ça peut créer des surprises. Real Liverpool, pour moi, cette année, ils sont un peu en dedans, mais à peu près au même niveau et ils s'en sortent en Ligue des Champions. Et puis Bayern PSG, bah, les deux finalistes de l'an dernier. Donc on a vraiment 4 matchs assez homogènes et ça va être très, très sympa à voir en tout cas. En tout cas, vous l'avez compris, rendez-vous le 6 et 7 avril prochain pour voir un peu, qui se prendra l'avantage sur l'autre, en tout cas dans ces quarts de finale qui sont, toutefois très excitantes. Bravo Simon qui va donc aller couper cette ligne d'arrivée et merci également Johannes Beu pour cette magnifique bagarre face à Leigrid et aujourd'hui c'est lui donc qui gardera ce dossard jaune. Hier, donc dimanche, on a pu enfin assister à cette fin de saison, une fin de saison en apothéose de biathlon. La première sans Martin Fourcade, donc c'est plutôt un événement du côté français. Et elle a donc couronné chez les femmes la Norvégienne Tiril Ekhoff et chez les hommes le Norvégien Johannes Bö. Qu'as-tu pensé de cette saison, Maxence? Bah, une saison dominée par la Norvège principalement, hein, parce qu'ils font 1 et 2 au classement général chez les filles, 1 et 2 chez les hommes également. Côté français, on a vu de très belles choses. Pour les Norvégiennes, ils ont quand même le record. Enfin, les Norvégiens ont battu le record de podium sur une saison. De mémoire, ils sont à 85 podiums cette saison.
C'était 74 le record. Ouais, en plus, ouais, non, ils ont vraiment fait une saison monstrueuse. Et puis, je pense qu'il y a eu une concurrence assez faible autour d'eux, même s'il y a eu quelques coups d'éclat de temps en temps d'autres nations. Mais sur la régularité, ils ont été vraiment au-dessus. Ouais, c'est vrai que tu parles d'une concurrence assez faible. C'est vrai que bon, bah, on a vu les Suédois, on a vu les Français notamment qui étaient là, plus 2-3 individualités comme l'Autriche ou l'Italie. Mais c'est vrai au niveau de régularité sur la saison, il y avait personne à part la Norvège, quoi. Non, non, ils ont eu personne contre qui jouer le gros globe, quoi. Parce que les Norvégiens, Ponsiluoma, Samuelsson, c'était costaud, mais c'était pas du tout régulier. Les Français, pareil, même si Fillon-Maillet fait quand même une belle saison. Il finit 3e au gros globe. Donc c'est quand même une bonne saison. Après, chez les femmes, c'est pareil, hein. Il y avait vraiment que Thierry Lecoff, surtout sur la fin de saison. Dorothée Avireur, la tenante du titre, est passée un peu à côté, donc ils se sont vraiment baladés cette année. Bah, Ekhoff, c'est 13 victoires cette saison. Elle était à une victoire du record, pareil, sur une saison. Enfin, c'est remarquable, 13 victoires. J'ai pas compté le nombre de courses qu'il y a, mais le pourcentage doit être au-dessus de 50%, ça c'est sûr, quoi. Enfin, c'est peut-être pas sûr, cela dit. C'est peut-être pas sûr, en fait, en y repensant. Je suis pas sûr. Il y a quand même beaucoup de courses. Mais 13 victoires, c'est quand même... Enfin, On demandera on la demandera VAR. la VAR là-dessus, ouais, c'est sûr. Le mec s'emballe, en tout cas. Mais en tout cas, on a assisté à un très bon dernier week-end, qui a été d'ailleurs... On a pu trembler de ce dernier week-end parce que de base, ça devait être à Oslo. Oslo a décidé d'annuler cette manche pour les raisons du coronavirus. Finalement, ça a été à Östersund. La météo aussi s'en est mêlée dimanche où ils ont retardé, comme tu as dit dans la présentation, ils ont retardé les mass start jusqu'au dernier moment. Mais au final, on n'a pas été déçus. Moi, ce week-end, j'ai vu surtout samedi, dimanche, poursuite et mass start. Ça a été incroyable, quoi. Oh non, c'est clair, c'était une très belle finale à Östersund, très belle dernière semaine, très beau dernier week-end. À défaut d'avoir un Martin Fourcade face à Johannes Bö cette année, on a eu l'avènement d'un nouveau champion, bon, encore chez la Norvège malheureusement, pour nous Français, mais sur la light grid, c'est vraiment un sacré bonhomme, 23 ans je crois Ouais, il a. 23 ans, c'est ça, ouais. Et cette année, sa première saison régulière, il vient faire une saison d'une régularité assez exceptionnelle parce qu'il y a eu plusieurs fois dans la saison où on le voyait un petit peu moins bien sur une ou deux courses. On se disait, ça y est, il s'écroule, il commence à craquer. Et après, il revenait encore plus fort parfois, donc vraiment exceptionnel. Il fait des mondiaux incroyables. Et sur ce dernier week-end, on a tremblé parce qu'avant la dernière course, ils avaient un seul point d'écart. Et c'est Johannes Bö qui vient s'imposer finalement, mais en tout cas, il y a eu de belles émotions sur cette dernière manche pour les hommes. Je dirais même jusqu'au dernier tir de la dernière course de la saison, on ne savait pas qui allait remporter ce gros globe chez les hommes, quoi. Et c'était un peu fou. Dommage pour nous Français, Ouais, c'était des exactement, ouais. Norvégiens, mais c'était quand même dingue. Et puis de voir Johannes, c'est son 3e gros globe d'affilée, consécutif. Et de voir Johannes, donc vraiment en difficulté jusqu'au dernier tir, mais on sent le grand champion quand même derrière qui ressort vainqueur de ce duel. Après, Laigrid a peut-être manqué un peu d'expérience. Peut-être que pour le coup, il nous a montré toute la saison que il ne succombait pas à la pression. Et peut-être qu'au final, sur ce dernier tir où vraiment toute sa saison se jouait, peut-être que là, d'un coup, la pression lui est tombée dessus. Et c'est pour ça qu'il fait 2 erreurs qui lui coûtent le gros globe, quoi. Ouais, c'est sûr. Après, je sais même pas si c'est de la pression ou quoi sur ce dernier tir. C'était dans des conditions particulières quand même, avec la tempête qu'il y avait, tout ce vent. Donc même en étant concentré, pression ou pas, sur une fin de saison, tu peux mettre des balles dehors. Et c'est là qu'on voit le grand champion qu'est Johannes, parce que lui, il vient faire son 5 sur 5 sur le dernier tir et s'emparer du gros globe. Et ouais, Johannes Bö, cette année, il était un peu en dedans. Malgré ça, il gagne quand même le gros globe. Même si, bon, il a été papa, il a fait une préparation assez différente. Mais je pense qu'il sera là l'année prochaine pour les JO. Et ouais, c'est dommage qu'on n'ait pas eu de Français pour rivaliser avec les Norvégiens cette année au gros globe. Mais on a quand même eu des Français jusqu'au bout. La victoire est française, il peut lever les bras. Simon Détieux, après avoir remporté un sprint, il remporte cette fois une mass start. C'est la course des rois. Simon Détieux a ébloui tout son monde cette
avec la victoire de Simon Détieux quand même hier sur la Mastart. Sa première victoire en Mastart, deuxième victoire en carrière. Et ouais, ça fait plaisir quoi, de le voir s'imposer sur une course avec autant de vent en plus. Lui qui a toujours été un excellent skieur, mais qui a parfois eu des problèmes au tir, de le voir à ce niveau-là, c'était plaisant en tout cas. Bah, c'est sûr que les Français nous ont fait plaisir quand même toute la saison. Bon, contrairement à avant, ils ont peut-être moins joué le général, mais parce que ils ont une régularité sur toute la saison qui a été vraiment différente en fonction des athlètes. Fillon-Maillet qui fait un début de saison un peu en dedans. Jacquelin, c'est plus la fin de saison où il disparaît. Mais du coup, on a toujours eu quand même des Français. Parce que bah, quand tu avais Fillon-Maillet et Jacquelin qui étaient pas au top, tu avais sûrement Guigona et Détieux, comme on a pu le voir hier, qui venaient aller chercher un podium, voire une victoire. Donc, c'est sûr que nous, on n'est pas à plaindre. Au final, la France, c'est quand même la deuxième nation de la saison. C'est quand même quelque chose avec une trentaine de podiums. Ouais, c'est sûr. Au relais, on a toujours été intéressant face à la Norvège, voire on les a bien titillés toute la saison. Ce qui manquait cette saison, vraiment, c'était de la régularité au final d'un Fillon-Maillet ou d'un Jacquelin pour aller chercher le général. Mais c'est de bon augure pour l'an prochain et les JO, comme tu dis, quoi, ça c'est sûr. Ça donne envie d'être la saison prochaine, quoi. C'est d'autant plus de bon augure que même s'il n'y a pas eu la régularité sur la saison, sur un événement qui est comme les mondiaux, je trouve que l'équipe de France a vraiment été présente et je sais plus exactement combien de podiums, combien de victoires on va chercher sur les mondiaux, mais c'était vraiment des très très bons mondiaux. On finit la deuxième nation, bien sûr, la Norvège est devant, mais si ça fait pareil au JO, ce sera déjà très bien. Et puis on a quand même une équipe qui continue à progresser, assez jeune. Pour les plus anciens qui sont Guigona et Détieux, bah, on voit qu'ils continuent même à s'améliorer et à devenir aussi forts que jamais. Donc c'est de très bon augure pour la saison dernière, comme tu dis, ouais, c'est sûr. En tout cas, vous l'avez compris, on a assisté à une très belle saison de biathlon malgré l'absence de Martin Fourcade. Et nos Français, peu réguliers, mais présents tout au long de la saison, nous donnent envie de regarder la saison prochaine et d'attendre la saison prochaine avec un grand enthousiasme et surtout avec les Jeux Olympiques d'hiver qu'on a hâte de découvrir. Ah, ça peut revenir très vite, ça peut revenir très vite. Julien, on ne veut pas lancer, il est mal placé, hein, il est devant. Mathieu Van Der Poel va probablement y aller. Il est en train d'attaquer Mathieu Van Der Poel. Il faut suivre la fusée. Caleb Ewan qui déclenche son sprint également. Mais Jasper Stuyven est en train de s'envoler. Jasper Stuyven qui va peut-être gagner Milan-San Remo. Oui, Jasper Stuyven s'impose devant Ewan, devant Wout van Aert. La surprise est là. Victoire pour la Trek Segafredo. Victoire pour Jasper Stuyven aujourd'hui. Et samedi, c'était Milan-San Remo avec plus de 290 km au compteur. Et c'est le Belge Stuyven qui s'est imposé au nez à la barbe des favoris au terme d'un final plus qu'époustouflant. Premier monument de la saison et on n'a pas été déçus. Ah non, on n'a pas été déçus, il y a eu une belle bagarre. Bon, bah, on s'attendait déjà à une grosse bagarre avec les trois fantastiques au départ, Alaphilippe, Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel. Finalement, on a une surprise à l'arrivée avec la victoire de Jasper Stuyven qui a su tirer son épingle du jeu en surprenant tout le monde en partant dans les derniers kilomètres. Et il a su profiter du marquage des favoris. Donc, et il a surtout été costaud pour résister au retour dans le sprint de Caleb Ewan et Wout van Aert. Oui, après, c'est sûr que Milan-San Remo, comme chaque année, ça se joue souvent dans le Poggio et avant, c'est moins intéressant. C'est plus de la fatigue accumulée pour les athlètes. Et en tout cas, dans le Poggio, on n'a pas été déçus avec, comme d'hab, Alaphilippe qui a fait son attaque, suivi par Van Aert. Van Der Poel a été très impressionnant pour rentrer. Et puis, au sommet, on a quoi, une dizaine de gars qui se détachent, les 10 meilleurs du monde actuellement, en tout cas sur ce type de course. Et puis Stuyven, en tout cas, nous a vachement impressionné. Enfin, en tout cas, pour le coup, moi, il m'a vachement impressionné parce que repartir à 2 km comme ça, même si personne va le chercher à ce moment-là, il faut y aller. Et derrière, il a su résister à la masse de coureurs. Ils étaient 16 derrière. Bon, il n'y avait pas d'équipier pour rouler, mais on sent que ça n'a pas forcément débranché à 100% derrière. Et il arrive à garder un vélo d'avance pour s'imposer. Fan de Van Der Poel, Van Aert, Alaphilippe, on peut être forcément déçu du vainqueur, mais quel beau vainqueur quand même, quoi. Ouais, franchement, un beau vainqueur, hein, et il l'a mérité sa victoire, il est allé la chercher.
parce que on s'attendait peut-être pas à lui forcément. On pouvait, oui, le retrouver dans un groupe comme ça où ils sont plus que 15, c'est sûr. Après, il a une belle pointe de vitesse, mais il savait sans doute qu'il serait battu par des Ewan, Van Aert ou Van Der Poel. Et du coup, il a tenté de l'attaque et il a raison d'y aller à 100% parce que autant jouer la victoire qu'une 5e ou 6e place. Puis il est allé la chercher, quoi. Il était solide pour résister pendant les 2 kilomètres parce que derrière, ça s'est regardé un petit peu, mais pas totalement non plus. Ça n'a pas débranché non plus, comme tu disais. Donc ouais, il a été très costaud. Après, je sais pas comment t'as analysé un peu la course, mais moi j'ai trouvé que ça a roulé très vite quand même, mais qu'il y avait une grosse densité de niveau. Tout le monde était très très prêt pour cette course, parce qu'on a même pas vu d'attaque dans la Cipressa, on n'a pas vu de gros écarts dans le Poggio. Enfin, en haut du Poggio, on a souvent 2-3 mecs qui se détachent, comme on a pu voir les années d'avant avec Van Aert, Kwiatkowski, Sagan, Alaphilippe. Et là, cette année, il bascule quand même à 10, 13 même, et ensuite il y en a 4 qui rentrent. Et on voit un Caleb Ewan, deuxième en haut du Poggio. Moi, en tout cas, Caleb, il m'a vraiment impressionné. Je sais que toi, c'était ta grosse cote pour samedi. Et il a été impressionnant, même s'il gagne pas. Ewan, en tout cas, est costaud, quoi. Ah ouais, moi, c'était ma grosse cote, c'est sûr, mais il m'a quand même grandement impressionné, surtout au vu de son début de saison qui est pour le moment assez moyen, puisqu'il a qu'une victoire, et pour un sprinter, c'est important de gagner. Après, ça m'a pas surpris parce qu'il a montré déjà sur ce genre de course qu'il avait les qualités pour gagner. D'ailleurs, je pense que ça doit être le plus déçu aujourd'hui de ne pas avoir remporté cette course, parce qu'il sait que des occasions comme ça, il n'en aura pas 35 000. Maintenant, pour revenir au niveau global, depuis le début de saison, avec cette nouvelle génération qui débarque dans le cyclisme, on sent qu'il y a un niveau homogène qui est quand même très élevé, avec énormément de coureurs qui peuvent aller remporter des grandes courses comme ce monument qui est Milan-San Remo. Même si, bon, forcément, on a 2-3 coureurs au-dessus du lot. Je pense à Van Aert, Van Der Poel, Pogacar, voire Alaphilippe et Bernal, qui sont peut-être un peu au-dessus par rapport à la grosse masse derrière, mais c'est sûr que derrière, il faut les lâcher, quoi. Enfin, quand tu vois Ghana qui fait tout Poggio à fond et qu'ils sont tous en file indienne derrière, mais que personne ne plie. Ils étaient même d'ailleurs beaucoup encore au pied à pouvoir espérer s'imposer. Et à la bascule, ils sont encore 17 à pouvoir jouer la gagne, quoi. Donc c'est énorme, sachant que tu sens que c'est sorti à la pédale. 17. Donc cette saison, enfin en tout cas moi dans cette course, ce que j'ai surtout appris, c'est que on va pas être déçu cette saison, parce que on risque d'y avoir beaucoup de surprises et en même temps du grand spectacle, car tout le monde semble être en forme, tout le monde semble être motivé et tout le monde semble très fort, et on risque d'avoir un beau festival dans les prochaines courses à venir, notamment les prochaines classiques flandriennes qui risquent de pas nous décevoir, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. On va avoir du beau spectacle, que ce soit sur les Flandriennes ou même sur les courses par étapes, parce qu'on voit que la nouvelle génération, bah, ça fait le spectacle, hein. Même les grands favoris, en fait, ils attaquent de loin, ils vont mener des grandes manœuvres, que ce soit la Philippe, Van Der Poel, on les voit attaquer à 50 km de l'arrivée, tenter des coups en solitaire. Sur les courses par étapes, c'est pareil, on voit Pogacar qui va chercher le Tirreno en partant de loin quand même, sur une étape qui lui correspond pas forcément. On voit un Team Ineos qui avant cadenassait la course avec Dave Brailsford qui maintenant annonce vouloir être attaquant. Puis ça se traduit en plus à l'image. On voit même des Geraint Thomas placer des attaques, Egan Bernal, Carapaz, toute la grosse Team Ineos vont jouer comme ça encore sur Milan-San Remo, que ce soit avec Pidcock ou Kwiatkowski. Il y a une prise de conscience peut-être des gros managers pour leur image, de peut-être plus faire de spectacle que d'aller chercher des résultats. Ouais, c'est possible. J'ai l'impression. C'est possible aussi. Moi, je voudrais après revenir là brièvement sur un certain Peter Sagan qu'on a eu tendance à enterrer cette saison, en disant qu'il était fini, etc. Ces 10 dernières Ces 10 années. dernières années, comme toi, tu peux le dire pour me titiller. mais moi, il m'a agréablement surpris de finir 4e.
Et quand je lis son interview dans l'équipe, elle a sûrement paru ce matin là, dans le journal lundi. Je l'ai lu hier soir, donc sur l'application en tout cas. Et en fait, ce qu'il disait, c'était très intéressant, c'est que pour la première fois, il venait à Milan-San Remo en n'étant pas en forme, puisqu'il l'a expliqué, avec le Covid, ça a retardé sa préparation, etc. Mais et que au départ de la course, si on lui avait dit qu'il allait finir quatrième, il allait être super content. Et au final, il en est déçu de cette place parce que il retrouve j'ai l'impression qu'il retrouve vraiment sa mentalité de gagnant et qu'il retrouve de l'énergie et que cette course vraiment va le débloquer pour la suite de la saison. En tout cas, il a clairement marqué le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Et je pense qu'au fond de lui, les Van Der Poel, Van Aert et Alaphilippe, cette nouvelle génération qui arrive et qui commence vraiment à le titiller, je pense que ça l'a piqué dans son orgueil parce que c'est plus vraiment la star du peloton. Et quoi qu'on en dise, je pense que même s'il peut s'ennuyer sur un vélo, je pense qu'il adore être une star et du coup, il a envie de vraiment montrer qu'il n'est pas fini et qu'il a que 31 ans au final. Alors ouais, c'est exactement ce que j'allais te dire. En fait, on peut voir deux schémas différents. On peut le voir sur le déclin, parce que ces dernières années, bah voilà, il s'est un peu baladé. Il n'y avait pas vraiment de concurrence aussi, donc c'était la star du peloton. Il gagnait un peu comme il voulait. Et là, d'avoir du renouveau dans le peloton, d'avoir des Wout van Aert, des Alaphilippe, des Van Der Poel, on va redire leur nom 1000 fois, mais il le faut parce qu'ils sont On s'en lasse incroyables. jamais de leur dire leur nom. Et non, voilà, c'est incroyable cette nouvelle génération. Et mais Sagan, ouais, peut-être qu'il va se réveiller, se dire ah bah là c'est bien, ça peut être intéressant et je vais recommencer à me donner à fond dans ce sport pour essayer encore d'aller chercher des gros succès face à ces champions. Après, on va voir si ça va. Je pense que ça va être un peu qui tout double. Soit ça va reprendre vraiment, ou il va retourner vers les sommets, soit il va continuer à faire ça tranquillement et peut-être aller faire du VTT électrique. Du VTT électrique. On fait un tout petit point sur les Français peut-être. Hein, parce qu'on a eu une belle place d'Anthony Turgis qui montre qu'il a passé un cap vraiment depuis l'an dernier. Et puis, bon, bah, déception, Arnaud Démare, voire même Christophe Laporte, qui avait montré de belles choses. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Ouais, bah Desmar, il est un peu juste en ce début de saison peut-être. Bouhanni aussi, il n'a pas encore retrouvé le top pour basculer avec les meilleurs sur un Poggio qui monte à bloc. Laporte, il était pas loin, hein, Laporte, il était pas loin non plus. Et bah la belle surprise, enfin la surprise non, c'est pas une surprise parce que Turgis depuis 2-3 ans, il montre qu'il peut jouer avec les meilleurs. Il lui manquait des résultats de référence sur les grandes classiques. L'an dernier, il fait quand même un top 5 sur le Tour des Flandres. La top 10 de Milan-San Remo. On voit que même sur un final de course difficile, il peut avoir une petite pointe de vitesse et aller chercher des belles places. Donc c'est de bon augure pour la suite du cyclisme français sur les classiques. Je pense que Anthony Turgis, il va encore continuer à nous surprendre et peut-être aller chercher un jour un succès de haut rang, quoi. Bon, en tout cas, vous l'aurez compris, cette Primavera, ce premier monument, nous a donné quelques petites indications pour la suite de la saison et on a hâte de retrouver ces champions sur d'autres monuments comme le Tour des Flandres et Paris-Roubaix qui arrive très prochainement. La publicité à télévision, ça s'adresse uniquement aux débiles mentaux. Je le dis parce que s'il y en a parmi vous, c'est pour eux, les autres circuler, il n'y a rien à voir. Allez hop! Et c'est parti pour le snack show. Maxence, tu nous précises un peu le concept du snack show ou... Le snack show, c'est très simple. C'est si vous êtes à l'heure du goûter, vous sortez la petite tisane, les petits gâteaux. Si c'est l'heure de l'apéro, les petites olives, la petite bière. On se pose, on pioche des infos et on vous raconte ce qui s'est passé cette semaine. Voilà, ça va être très bref. Avec le ski, je crois, Amaury. Ouais, exactement, le ski. La grosse info du ski, en vrai, c'est Alexis Pinturo qui remporte enfin le gros globe de cristal. Le Graal, comme lui il aime l'appeler, le Graal pour les skieurs. Voilà, son objectif qu'il avait annoncé ces dernières années, il s'est battu pour, il a été longtemps deuxième l'an dernier, deuxième il y a 2 ans. Et cette année, enfin, au bout du suspense, alors qu'au mois de janvier, il avait plus de 300 points d'avance sur le second. Il lui en restait plus que 30 la semaine dernière et en remportant le géant,
Et donc Pinturo qui devient le 4e Français à remporter le Gros Globe, donc c'est quand même historique. Hein. Donc voilà, ouais, Alexis Pinturo, très grosse performance en tout cas, très belle saison. On a également eu Fèvre, 3e du géant, son 3e podium de la saison. Très belle saison des Français avec Clément Noël qui avait gagné la semaine dernière également. C'est de bon augure avant les JO 2022. La deuxième info de ce snack show, c'est la France qui s'offre les Gallois dans une fin de match électrique. Hein. Ça a été plus que tendu, hein, puisqu'ils sont pris carton rouge à 5 minutes de la fin, je crois. Ils étaient menés, il fallait qu'ils mettent 2 essais pour l'emporter, et ils l'ont fait dans le temps additionnel. Ils ont mis leur 2e essai et sont imposés donc, face au Pays de Galles, et du coup, qui gardent tout espoir de remporter les 6 nations. Mais quelle fin de match en tout cas. Ouais, grosse fin de match, Dulin qui vient délivrer l'équipe de France avec ce dernier essai pour s'imposer 32-30 et rester en course pour le Gros Globe du rugby sur ce tournoi à destination. Qu'est-ce qu'on a dans ce snack show encore ? Et bien dans ce snack show, on a également le PSG qui reprend la tête du championnat en s'imposant 4-2 face à Lyon. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, de la performance des Parisiens, toi ? Tu me vois pas, mais je suis en train actuellement de célébrer cette victoire. Quel match, je l'ai regardé, j'ai eu la chance de le voir hier. T'as sorti le maillot là. J'ai sorti le maillot évidemment, en tant que bon supporter parisien. Non, c'était agréable à regarder pour une fois. Pendant 65 minutes, on a vraiment dominé et écrasé les Lyonnais. C'était un très beau match, hein, même d'un point de vue côté lyonnais. Il y avait quand même beaucoup d'envie, ça allait d'un but à l'autre. On mène 4-0 avec un Mbappé époustouflant. Une équipe solide, et puis après on se relâche un peu aussi, sûrement peut-être la fatigue qui fait qu'on revient à 4-2, mais le plus important, comme tu dis, c'est de retrouver cette première place du championnat, puisque Lille a perdu face à Nîmes quelques heures auparavant. Et pour finir sur une bonne note bleu-blanc-rouge, cette semaine on a eu la qualification pour la Coupe du Monde, pour les Jeux Olympiques, de hand de l'équipe féminine, donc voilà, on les retrouvera à Tokyo. Je me suis posé une question la dernière fois, je me suis dit, qui c'est qui invente les sports ? Qui c'est qui s'est dit un jour, j'ai un bon sport, je vais le proposer ? Bon, après avoir jacté là pendant une trentaine de minutes sur cette semaine qui vient de se passer, hein, parce qu'une belle semaine de chômeurs encore à regarder du sport, mais c'est agréable, ça c'est sûr. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a, Maxence, la semaine prochaine là, qu'est-ce qui nous attend ? Parce que moi j'ai hâte, j'ai envie de m'asseoir encore, j'ai envie de regarder du sport. Eh bien, tu vas pouvoir t'asseoir dans ton canapé dès le milieu de semaine avec les qualifications pour la Coupe du Monde 2022 de football. Ça me fait plaisir de retrouver un peu les Bleus. Ils vont avoir 3 matchs pour la Coupe du Monde 2022. Beaucoup de déplacements, beaucoup de décalage horaire. Ça va pas être de tout repos pour eux pendant cette semaine. Mais l'Ukraine, le Kazakhstan et la Bosnie sont des équipes qui sont largement à notre portée. Donc on peut voir 2-3 bons matchs. On l'espère en tout cas. Et on reste avec l'équipe de France, avec les Bleus, puisqu'on aura aussi le dernier match du tournoi destination, France-Écosse, pour savoir si l'équipe de France va s'imposer dans ce tournoi destination. Ouais, ça va être intéressant ça aussi. France-Écosse, on l'attend en tout cas, celui qui a été reporté pour cause de pandémie au sein de l'équipe de France. Mais en tout cas, voilà, ça va être le dernier match et on espère que les Français vont l'emporter. Et puis, moi, ce que je retiens dans la prochaine semaine, c'est le retour de la Formule 1. Voilà, je ne sais pas si vous avez regardé un peu la série le retour de la saison 3 qui est sortie là sur Netflix vendredi. Bah, vous avez une semaine pour la regarder. Ça va vous faire un petit résumé, de la saison précédente. Et puis, on se donne rendez-vous le week-end prochain à Bahreïn. Excuse-moi, je t'ai coupé, le mec me coupe. Quoi. Le gars est fou. Ah non, mais je les vois déjà passer à fond. Bon, on les voit tous passer, ça nous fait des petits torticolis. Le gars raconte n'importe quoi. Petit mot de la fin, un petit peu, Maxence, tu veux conclure ? Eh bien, merci à toi, Amaury. En tout cas, c'était un plaisir de débriefer de cette semaine de sport. On a hâte de suivre les nouveautés et puis on se donne rendez-vous dimanche prochain pour débriefer de cette semaine. À bientôt. Exactement. À bientôt, allez. Bye bye. Presque là, cette victoire. Accélère. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas. La victoire de Pierre